Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le fameux bilan lecture de l'été. Accrochez-vous bien, j'ai une trentaine de livres à vous présenter, donc on va essayer de ne pas trop faire durer non plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller assez rapidement sur certains ouvrages et m'attarder plus sur d'autres. De toute façon, je vous mettrai comme d'habitude dans la barre d'information le lien vers toutes mes chroniques, puisque tous les romans que je vous présente ont été chroniqués sur le blog. Et comme ça, s'il y a un titre qui vous parle un peu plus et vous avez envie d'en savoir plus dessus, vous pourrez tout retrouver, même si je vais un peu rapidement dans cette vidéo. Mais bon, il le faut bien parce que pour vous présenter 30 livres, je me voyais mal vous faire, on va dire, 6 vidéos. Non, c'est juste pas possible, c'est pas intéressant. Donc je vais vous parler de tous ces livres d'un coup, et ça risque d'être un peu long, donc prenez à boire, de quoi manger, et on y va. Le premier roman dont je vais vous parler, Le manoir de Tyneford de Natasha Solomons aux éditions Le Livre de Poche. C'est une romance historique, on y suit l'histoire d'Élise Landau, une jeune fille qui a 19 ans au début du récit, qui vit en Autriche en 1938 et qui va devoir quitter son pays pour aller vivre en Angleterre en tant que bonne. Elle va arriver à Tyneford, dans le manoir qui appartient à Kit et son père, dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Euh, et dans ce manoir, elle va finalement découvrir une toute autre vie, la vie à la campagne, la vie à l'anglaise, comment se passer de ses habitudes, tout ça. Et elle va également tomber amoureuse. C'est une très belle romance historique. Je l'ai dévorée parce que je voulais à tout prix savoir comment l'histoire qui naît entre Élise et Kit allait évoluer. Et finalement, elle prend tout son temps pour se mettre en place, c'est extrêmement intéressant, puisque le roman, on va le suivre, commence en 1938, et je crois que ça se termine en 1985. Donc on prend vraiment le temps de vivre les choses tranquillement, toujours en suivant Élise, et ça permet de découvrir également ce que c'était que la vie en Angleterre, en pleine période historique que tout le monde connaît, donc la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai trouvé ce roman vraiment très très intéressant. Si vous aimez les romances historiques qui sont bien construites, mais où la romance n'est pas non plus omniprésente et on apprend des choses sur la vie à l'époque, je vous le recommande fortement parce que moi c'est un roman pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur et que j'ai beaucoup aimé. Deuxième lecture de l'été, Percy Jackson and the Olympians, The Sea of Monsters, donc le deuxième tome de la saga Percy Jackson par Rick Riordan aux éditions Disney Hyperion. Je lis toute la saga, je vous l'avais dit, en lecture commune avec ma petite sœur Irul Ryan. Et donc le mois de juillet, c'était la lecture du deuxième tome. Je connaissais déjà l'histoire, donc Percy qui cette fois-ci va se retrouver confronté à la célèbre mère des monstres, tout simplement. Pardon. Donc je connaissais déjà l'histoire puisque j'avais déjà vu le film. C'est un roman que j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Mais je l'ai trouvé moins intéressant que le premier, j'ai moins accroché à l'histoire. Peut-être parce que je connaissais déjà Je connaissais déjà l'intrigue générale, je connaissais déjà la résolution, je ne sais pas trop. Enfin, j'ai beaucoup moins accroché à ce deuxième tome qu'au premier. J'ai passé un bon moment avec lui, mais sans plus. Cet été, j'ai également découvert beaucoup de romans auto-édités ou également de services presse. Donc je n'ai pas les ouvrages sous les mains. C'est le cas avec le prochain ouvrage dont je vais vous parler. Il s'agit du Voyage de Kirikoustra, écrit par Kirikoustra. C'est en fait un, une courte nouvelle qui est complètement déstructurée, c'est très particulier, c'est très dur de vous en parler d'ailleurs, puisque même à l'écrit j'ai eu beaucoup de mal à mettre des mots sur mon ressenti. Et on va suivre les pérégrinations finalement de Kirikoustra et de sa plume magique. C'est en fait une sorte de conte philosophique. J'ai moyennement accroché, je dois bien vous l'avouer. Et c'est pour ça que j'ai du mal à en parler, donc je vais vite en passer. Vite passer à autre chose, vous avez compris. J'ai ensuite lu Alter Ego, Au-delà des apparences de Célène de Rose, qui est un roman auto-édité. J'ai pu découvrir ce roman en partenariat avec l'auteur grâce au site Simplement Pro. On y suit l'histoire de Nia, une jeune femme fraîchement diplômée, et il va lui arriver un petit événement inattendu au début du roman. Je ne vais pas en dire plus que ça. Je veux laisser le mystère autour parce que c'est un roman qui est très bien pensé, très bien construit. C'est une jeune femme qui, suite à cet événement,
va être amené à revoir sa vision du monde, sa façon de percevoir les choses. C'est un roman... c'est dur de parler finalement de romans comme ça, puisque si j'en dis trop, je vais trop vous révéler l'intrigue, et je ne veux pas du tout faire ça, je voudrais au contraire vous donner envie de le découvrir. Donc en fait, ce que je peux vous dire sur ce roman, c'est que on va y découvrir des personnages très intéressants, assez complexes, que la plume de l'auteur, donc Célène de Rose, est très fluide, très agréable à lire. J'ai pris vraiment j'ai passé un très bon moment avec son roman, et que si vous avez envie de découvrir un peu plus la culture amérindienne, eh bien ce roman est fait pour vous. C'est vraiment un beau roman, une belle découverte, et je ne peux que vous le recommander. J'ai ensuite découvert un roman dont on a beaucoup entendu parler, que ce soit sur la blogosphère ou sur Booktube. Il s'agit de Allo sorcière, tome 1, Viser la lune d'Anne-Fleur Multon aux éditions Poulpe Fiction. J'ai pu découvrir ce roman grâce au site NetGalley, donc en partenariat avec la maison d'édition. On y découvre l'histoire de 4 jeunes filles qui ont une douzaine d'années, si je ne me trompe pas. 14 ans, pardon. Oui, c'est ça, 14 ans. Qui vont finalement se lier d'amitié grâce à Internet et qui vont avoir cette idée un peu folle de créer leur propre chaîne YouTube où chacune va pouvoir parler de sa passion. L'une ça va être l'astronomie, l'autre ça va être la photographie, l'autre c'est les jeux vidéo et je ne sais plus pour la quatrième. Enfin bref, elles vont toutes les 4 parler de leur passion, s'ouvrir au monde, etc. Et à travers ce roman, l'auteur va mettre en avant également toutes les questions finalement d'actualité vis-à-vis de YouTube. Comment gérer quand on a des milliers de vues, comment gérer les haters, ceux qui viennent vous mettre des commentaires débiles, comment finalement on va gérer également le sexisme, puisque les jeunes filles vont être confrontées à cette situation. Mais avant tout, viser la lune, c'est une très belle leçon d'amitié. J'ai ensuite découvert un recueil de poésie slash nouvelles d'un auteur autopublié. Il s'agit de L'Essentiel de Frédéric Marcoux. Je n'ai pas vraiment accroché finalement à ce petit recueil, probablement parce que c'était mon premier contact avec la plume de cet auteur qui a déjà écrit d'autres romans auto-édités, et que finalement c'était un recueil de ses différents écrits, d'éléments qu'il avait pu retirer de certains de ses ouvrages, etc. Et finalement, moi, je n'ai pas du tout accroché. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort, mais j'ai pas vraiment réussi à rentrer dans l'univers de l'auteur, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. On continue avec une nouvelle petite déception. Il s'agit d'un autre recueil de nouvelles, cette fois-ci de Carson McCullers. Le recueil s'intitule Le cœur hypothéqué aux éditions Le Livre de Poche. C'est un recueil qui va montrer différentes petites nouvelles écrites par Carson McCullers, qui est l'auteur du Cœur est un chasseur solitaire, que je n'ai pas lu. Et je pense que comme je n'ai pas lu l'ouvrage maître de cet auteur, ça a joué et ça fait que j'ai pas du tout réussi à accrocher à l'univers créé par Carson McCullers et auquel c'est un roman que j'ai eu énormément de mal à lire. J'ai pas trouvé vraiment d'intérêt à ce recueil, donc pareil, je vais vite passer. Après ces petites déceptions, j'ai relu les CM2 à la une de Catherine Missonnier aux éditions Rajo dans leur collection Cascade. C'est un roman que j'ai découvert pour la toute première fois quand j'avais 10 ans. Ouais, ça doit être ça, 10 ans. En 1999, j'ai dû découvrir ça. Quand j'étais moi-même en CM2, je l'avais lu dans le cadre scolaire avec... c'était mon enseignant, mon maître, qui tous les midis nous lisait un chapitre. Et un samedi midi, il nous a donné comme devoir pour le lundi d'imaginer ce qui pouvait se passer à la suite du chapitre qu'il venait de nous lire. Et moi j'avais tellement envie de savoir la suite que j'ai négocié avec mes parents pour qu'ils aillent me l'acheter, et je l'ai lu dans le week-end. Et là, dans le cadre du bingo littéraire de l'été organisé par Laurence Authentique sur Livre Addict, il y avait une case faire une lecture commune, et j'ai été contactée par la Fée Bidouille qui m'a proposé de relire ensemble ce roman pour nous replonger dans nos années école, puisqu'elle aussi elle avait dû le lire à l'époque. Donc c'est un roman où on va suivre, c'est la suite d'une série. On va y suivre Laure et ses copains, ça s'appelle Bande de copains, qui sont en CM2 et vont décider d'écrire un journal. Sauf qu'un jour ils vont se retrouver à court de papier, qu'ils vont aller récupérer dans une
dans une vieille presse abandonnée, et à partir de là il va leur arriver plein d'histoires. Je n'en dis pas plus pour vous laisser le suspense. C'est un roman que j'adore lire et relire. C'est toujours aussi drôle à redécouvrir. J'ai passé un excellent moment. Il y a des fois où je me suis bidonnée parce que je connais la fin, je sais comment ça se passe, mais je trouve que c'est une bande de copains qui sont tellement finalement simples. Il n'y a pas trop de tension entre eux, c'est facile à vivre. Il y a des fois où ils se tapent sur les nerfs, comme toutes les bandes de copains, ça c'est normal. Mais ça reste des enfants et c'est très agréable. J'ai ensuite découvert Aimer 3 fois par jour de Fausto Brisi aux éditions Pocket. C'est un roman que j'avais reçu dans un des swaps que j'ai fait. Et j'avais tellement hâte de le découvrir que je l'ai embarqué dans ma valise lorsque je suis partie en vacances cet été. On va y suivre l'histoire de Diego, 40 ans, qui finalement est atteint d'une maladie que l'on connaît que trop bien. Il est atteint de dépression. Et finalement, pour s'aider à sortir de cette dépression, il va décider d'essayer de faire le bien autour de lui. Sauf que il s'y prend comme un pied et que le bien qu'il veut faire autour de lui, ça lui retombe un petit peu dessus la plupart du temps. Et finalement, c'est un roman que j'ai trouvé à la fois très fort et très léger. Ça aborde un thème qui n'est pas forcément, qui est d'actualité finalement, mais c'est abordé d'un point de vue tellement humoristique, tellement léger, que on se rend pas compte que ça travaille finalement. En fait, c'est un roman qui laisse pas indifférent, j'ai trouvé. Moi, je l'ai lu d'une traite, j'avais envie de connaître la suite, et à la fin, je me suis rendu compte que finalement, j'avais quand même retenu certains petits détails et que ça travaillait encore. Donc, je pense que c'est un très beau roman, et surtout si vous-même vous êtes en phase de dépression, vous remettez en question, ça ne va pas bien. Je pense que c'est un roman qu'il faut lire car ça peut permettre de voir la vie un petit peu différemment. Donc moi, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. J'ai ensuite enchaîné les découvertes avec L'Ascension du Mont Blanc de Ludovic Escande aux éditions Alary. C'est un roman que j'ai découvert en avant-première puisqu'il est sorti le 31 août. On y suit l'histoire vraie de Ludovic Escande qui travaille dans une maison d'édition et qui un jour va déclarer à un ami écrivain que ça va pas dans sa vie, il est pas bien. Et cet ami écrivain va lui dire tu sais quoi, je vais t'emmener escalader le Mont Blanc, ça va te faire du bien. Et à partir de là commence l'histoire un peu folle. Comment Ludovic Escande finalement va se retrouver en haut du Mont Blanc, lui qui n'a jamais fait d'alpinisme de sa vie, qui a des capacités sportives plus que limitées, qui fume des paquets de cigarettes par jour, qui a une consommation d'alcool élevée, etc. Enfin, finalement, on va découvrir comment il va réussir à reprendre sa vie en main grâce à cette ascension du Mont Blanc. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, ça m'a permis de découvrir tout l'univers de l'alpinisme auquel je ne connais rien. J'avais l'impression d'être vraiment avec l'auteur lorsqu'il nous décrit les passages en montagne. On sent vraiment le paysage, je voyais le paysage défiler autour de moi, donc c'est vraiment un roman très agréable et j'ai passé un très bon moment en le lisant. J'ai ensuite découvert Le Tilleul du soir de Jean Anglade aux éditions Pocket. C'est un roman dont je vous parlais dans ma dernière vidéo qui m'a été offert par ma meilleure amie. On y suit l'histoire de Mathilde, une vieille femme de 80 ans je crois bien, qui va devoir quitter le village dans lequel elle a grandi, elle a vieilli, quitter sa ferme pour aller s'installer dans une maison de retraite. Et à travers l'histoire de Mathilde, on va découvrir l'histoire de la maison de retraite. Ce n'est pas un roman très facile, puisqu'en fait on va découvrir la dure réalité des maisons de retraite dans les années 70-75, si je ne me trompe pas. Et finalement on se rend compte que ce qui se passait à l'époque n'a pas énormément changé par rapport à nos jours. Certes, les conditions sont quand même un peu meilleures, mais ça reste un roman très dur sur finalement la fin de vie. Et même si c'est un roman qui est assez dur, j'ai passé un très bon moment. Je me suis vite attachée à Mathilde. J'ai adoré découvrir sa façon de voir les choses, comment finalement elle va s'adapter, comment après avoir vécu des années dans sa ferme, elle va se faire à la vie dans la maison de retraite. Et oui, au final, j'ai passé un très bon moment avec ce roman. Et c'était un vrai plaisir de découvrir la plume de Jean Anglade dont je n'avais jamais rien lu auparavant. Je vais maintenant m'attarder un petit peu sur ma prochaine lecture, puisqu'il s'agit tout simplement de mon gros coup de cœur de l'année 2017. Il s'agit des Derniers jours de Rabbit Haze d'Anna McPartlin aux éditions Pocket. Ce roman, il m'a tout simplement bouleversée. On va y suivre les derniers jours de la vie de Rabbit Haze, qui est atteinte de cancer et qui sait qu'il ne lui reste plus beaucoup à vivre. Et entre ces moments de lucidité, elle va se rappeler son passé.
les moments qu'elle a pu passer en compagnie de, comment il s'appelle déjà, de Johnny, qui était son grand amour finalement. C'est un roman qui est extrêmement poignant, car Rabbit Haze est finalement une femme, mais qui est pleine de vie, pleine d'énergie, de sourire. C'est une dame qui rayonne. Elle a beau être en fin de vie, elle arrive à prendre les choses avec le sourire, avec une simplicité. Ça vous retourne les tripes. Je suis passée du rire aux larmes avec ce roman. Il y a des moments où j'étais vraiment pliée de rire parce que c'est une jeune femme, au début, quand elle revient quand elle se souvient de son passé, c'est une jeune femme qui est tellement vive, pleine d'humour, qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense. Et puis on se retrouve avec la jeune femme qui est sur le point de mourir, qui n'est plus rien, qui sait que c'est la vie, qu'elle ne peut plus se battre. Et là, je me suis retrouvée à verser des larmes parce que on s'attache à Rabbit, on a envie que finalement elle aille mieux, mais on sait très bien que non, ça n'arrivera pas, c'est marqué. D'ailleurs, au début des parties du roman, il y a bien marqué, premier jour, certains passages sont très longs, d'autres sont beaucoup plus courts, et c'est un roman qui m'a fait vraiment qui m'a mis dans un tel état que j'ai encore d'ailleurs du mal, alors que ça fait plus d'un mois et demi maintenant que je l'ai lu, j'ai encore du mal à bien exprimer mon ressenti vis-à-vis de ce roman, parce que c'est un roman qui m'a tellement touchée que c'est dur finalement d'en parler et de réussir à transmettre ce petit quelque chose qui a fait que j'ai tant adoré. Et j'ai tellement adoré ce roman que, vous l'avez déjà vu si vous avez regardé mes dernières vidéos, et bien je vous l'offre. Je vous propose de le gagner grâce à un concours que j'ai organisé sur mon blog. Au moment où vous regarderez cette vidéo, qui normalement, si je ne me trompe pas, je la mettrai en ligne demain, donc le 2 septembre, j'aimerais le mettre en ligne vers 10 h du matin si tout va bien. Donc vous aurez encore quelques heures pour participer au concours qui se termine le 2 septembre à 16 h. Je vous remettrai à nouveau le lien dans la barre d'infos si vous voulez tenter votre chance. Donc voilà, les derniers jours de Rabbit Haze. Si vous ne devez retenir qu'un livre de toute cette vidéo, c'est celui-là. Lisez-le, s'il vous plaît. Après la grosse lecture de Rabbit Haze, j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus léger. Je me suis donc tournée vers Les yeux couleur de pluie de Sophie Talmen aux éditions Le Livre de Poche. On y suit l'histoire de Marie-Lou, une jeune étudiante en médecine qui va faire son internat à Brest, sauf qu'elle n'a jamais quitté sa ville de Grenoble, donc elle va devoir découvrir une nouvelle ville, une nouvelle région, de nouvelles personnes. Mais elle va également faire de belles rencontres, puisqu'elle va rencontrer sa nouvelle colocataire et surtout le cousin de cette colocataire, Mathieu, qui est étudiant en ORL. Et entre les deux va commencer un petit jeu du chat et de la souris, puisqu'il y a une certaine attirance entre eux, mais qu'ils ne vont jamais vraiment oser sauter le pas. Et on va pouvoir suivre leur histoire, mais surtout, pour moi, le cœur du roman, même s'il y a la romance, c'est découvrir la vie, finalement, qu'est-ce que c'est qu'être interne en médecine, surtout dans un service aussi dur que celui de neurologie où travaille Marie-Lou. C'est un roman que j'ai bien aimé, mais sans plus. Pour moi, c'est un petit roman parfait pour l'été, à lire les pieds dans le sable, pour passer un bon moment, sans vous prendre la tête, mais c'est pas non plus le roman du siècle, ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà, c'est un roman à lire, mais pas à retenir. Je vais maintenant vous parler d'un roman qui dormait dans ma palle depuis des années, et je regrette un petit peu d'avoir mis autant de temps à le sortir. Il s'agit de Il faut laisser les cactus dans le placard de Françoise Kirimer aux éditions Pocket. Ce roman, en fait, c'est l'histoire d'une famille un peu brisée, puisque Marie, Anne et Lise sont trois sœurs qui ont une histoire un peu particulière, puisque leur père les a complètement délaissées une fois qu'il s'est séparé de sa mère, enfin de leur mère, pardon. Et le roman débute à la mort de Charles, donc le père de famille, et on va voir comment finalement les trois sœurs vont gérer cette mort, et surtout l'arrivée un petit peu inattendue d'un quatrième... j'arrive plus à trouver le mot. D'un quatrième légataire, j'arrivais plus à trouver le mot, qui va lui hériter de l'entreprise du père. Et donc les sœurs, on va suivre l'histoire de ces sœurs, les deux d'entre elles se fichent complètement de cet inconnu, et la quatrième va essayer de découvrir un peu plus qui il est par rapport à elle.
et donc découvrir le passé, l'histoire de son père. C'est un très beau roman, une belle histoire de famille. J'ai passé un excellent moment, je l'ai lu à toute vitesse alors que c'est quand même un presque pavé puisqu'il fait 442 pages. C'est un roman qui est très bien écrit. On va y suivre les points de vue des différentes sœurs, on va alterner un coup l'une, un coup l'autre. Et ça permet de découvrir finalement comment chacune va vivre ce deuil, comment chacune se reconstruit, comment chacune gère les difficultés de la vie. Et je trouvais que c'était un très beau roman qui mettait en avant vraiment des sujets d'actualité tels que la dépression, les problèmes financiers, les crises existentielles. Donc c'est vraiment un très beau roman, une belle histoire de vie que j'ai beaucoup aimée et que je vous recommande fortement. J'ai ensuite découvert La vie d'après de Bruno Madeleine. C'est un roman édité dans lequel nous allons suivre l'histoire de Charles. Charles est un ancien cardiologue qui est atteint malheureusement des premiers signes du syndrome d'Alzheimer. Il sent que la fin est proche, qu'il va bientôt mourir, et il va essayer de préparer son esprit pour aller dans l'autre monde, puisque Charles en fait est un croyant et pratiquant du bouddhisme. Et finalement, ce roman, ça va mettre en avant les pratiques bouddhistes. Moi, je n'y connaissais absolument rien, donc je trouvais ça très intéressant de découvrir finalement les pratiques, les façons, les modes de pensée bouddhistes. Et c'est également une belle histoire d'amour, puisque Charles va confier à sa fille Emma l'histoire qu'il a pu avoir, l'histoire d'amour avec la mère d'Emma, et également une belle histoire d'amitié qu'il a liée avec la mère d'un de ses anciens patients. Je trouvais que c'était un très beau roman. C'était très agréable à lire, c'est le deuxième de l'auteur que je découvre, et j'aime vraiment beaucoup sa façon d'écrire. Donc je pense que je vais garder un œil sur ce qu'il fait, parce que je passe toujours un très bon moment quand je lis les romans de Bruno Madeleine. J'ai enfin pu découvrir la suite des aventures d'Ophélie et Sorn, les héros de la passe miroir de Christelle Dabos, donc dans ce deuxième tome, Les disparus du clair de lune, aux éditions Gallimard Jeunesse. Ophélie et Sorn sont toujours fiancés, ils vivent toujours à la Citaciel, et dans ce deuxième tome, il va y avoir des disparitions mystérieuses au sein du clair de lune. Et Ophélie va tenter de mener un petit peu son enquête. C'est un roman où il se passe énormément de choses, donc je ne vais pas trop vous en parler parce que sinon je vais vous révéler l'intrigue principale du premier tome et ça c'est pas intéressant, il faut au contraire essayer de garder le plus de secrets autour, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé un très bon moment avec ce livre. Je l'ai lu d'une traite, alors que c'est quand même un gros pavé puisqu'il fait plus de 500 pages, il en fait 550 si je me trompe pas, quelque chose comme ça. 560. On va découvrir plus en détail le fonctionnement de la Citaciel, comment les différentes alliances qu'il peut y avoir entre les différents peuples qui vivent là-dedans, les différentes familles. Je l'ai trouvé que c'était un tome très, très fort, très riche en action, on ne s'ennuie pas un seul instant, il se passe énormément de choses. Ophélie est devenue un personnage que j'apprécie encore plus que dans le premier, et je l'ai pourtant adoré dans le premier tome. Donc oui, pour moi, ce deuxième tome n'a pas péché des défauts que je peux trouver habituellement au deuxième tome. Et j'ai passé un excellent moment avec lui, je me suis régalée. C'était un bonheur de replonger dans cet univers magique. Et oui, je ne peux que vous recommander cette saga qui est géniale. J'ai ensuite découvert un autre roman auto-édité. Il s'agit de Bertrude Bouboule fait de nouvelles rencontres de Sandriana Gray. On y suit l'histoire de Bertrude Bouboule, un petit garçon de 5 ans qui a été abandonné par son père. Sa mère ne peut malheureusement pas s'occuper de lui. Il est donc placé en famille d'accueil et il est placé auprès de Nounou, une jeune femme adorable qui va veiller sur lui. Dans ce premier tome d'une série à venir, je ne sais plus combien de tomes sont prévus, on va découvrir les aventures de Bertrude à quelques jours de la rentrée des classes. Il va aller faire les courses, faire de nouvelles rencontres et il va lui arriver plein de nouvelles aventures. C'est un roman tout mignon qui se lit très rapidement. C'est léger, c'est agréable, ça permet de passer un bon moment. C'est tout ce que j'attends d'un roman. Pour terminer le mois de juillet, j'ai découvert le roman Hello de la planète zèbre de Sam Bessam aux éditions Lilith. On y suit l'histoire de Max, un jeune garçon pas tout à fait comme les autres, qui a du mal à s'intégrer dans son école, qui a des difficultés, qui ne comprend pas forcément comment fonctionnent les autres, jusqu'au jour où il va
découvrir qu'il est en fait ce qu'on appelle un enfant zèbre. Un enfant zèbre, c'est un enfant à haut potentiel. C'est une personne dont le cerveau ne fonctionne pas tout à fait de la même façon que nous autres. Les informations fusent tout le temps. Ils sont tout le temps en train de réfléchir, il se passe toujours quelque chose dans leur tête et ils ne vont pas percevoir le monde de la même manière que nous. Et j'ai trouvé très intéressant dans ce roman de le découvrir, de découvrir finalement comment un enfant, puisque ce roman est en fait écrit par un jeune garçon de 11 ans, de découvrir comment un enfant finalement va vivre cette différence, comment il va faire pour essayer de comprendre qui il est, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il peut faire pour que il arrive à mieux s'intégrer dans un groupe, etc. Moi je travaille avec des enfants depuis que j'ai 21 ans, donc j'en ai 29 maintenant, donc ça commence à faire un petit moment déjà. Et des enfants comme ça, j'en ai eu. J'en ai eu dans les classes avec lesquelles j'ai travaillé, j'ai été confrontée à ces cas-là. Et je sais très bien qu'ils ne voient pas le monde de la même manière que nous, ils n'arrivent pas forcément à comprendre comment fonctionnent les relations de groupe. C'est pas évident d'interagir avec eux, de les maintenir en contact, il faut trouver des moyens, des façons de faire. Et là, à travers ce roman, j'ai vraiment beaucoup aimé apprendre à découvrir comment ce garçon fonctionnait, comment il arrivait à percevoir les choses, pourquoi il fallait que ce soit comme ça, etc. Donc j'ai vraiment trouvé que c'était un roman très intéressant qui permet de comprendre et de prendre en compte finalement la différence de ces enfants-là. Et le point qui, moi, m'a énormément marqué, c'est qu'en fait, ce roman, je vous l'ai dit, il est écrit par un jeune garçon de 11 ans, qui est lui-même atteint, enfin, il n'est pas atteint, c'est pas une maladie, il est lui-même enfant zèbre. C'est un jeune garçon à haut potentiel, et il a écrit ce roman tout d'abord dans le cadre scolaire. Pour la fin d'études en Belgique, il y avait un projet d'écriture, et lui, il a écrit ce livre, qui a ensuite été retravaillé par la maison d'édition en accord pour que ce soit mieux structuré. Mais c'est vraiment son texte à lui, et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant pour finalement comprendre ces enfants qui ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière. Donc si vous aussi vous vous intéressez à ces enfants au potentiel, aux enfants HP, aux enfants zèbres, je ne peux que vous le recommander. Et si vous êtes plus jeune et que vous avez envie de comprendre pourquoi certains de vos camarades de classe ne fonctionnent pas tout à fait comme vous semblent un peu différents, lisez ce livre, ça vous aidera peut-être à comprendre un peu mieux comment ils fonctionnent et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas tout à fait comme vous. J'ai commencé le mois d'août avec une très belle romance. Il s'agit de Fait l'un pour l'autre, le premier tome de la série Encore Island de Terry Osborne aux éditions Amazon Crossing. C'est un roman que j'ai découvert grâce au site NetGalley. Et comment vous dire que ça faisait un moment que je n'avais pas lu de belles romances qui fassent rêver, qui donnent envie. Et bien là, avec celle-là, j'ai enfin pu assouvir mon envie d'une belle romance qui me rappelle les comédies romantiques que j'aime regarder. On y découvre l'histoire de Beth, une jeune femme, qui va se retrouver un peu contre son gré sur un bateau, sur un ferry, pour aller rendre visite à la famille de son tout jeune fiancé. Sauf que Beth, elle a le mal de mer, elle ne supporte pas les bateaux, elle en a peur. Donc elle va être en crise de panique à bord du bateau, jusqu'à ce qu'un chien débarque, suivi rapidement par son propriétaire, qui n'est autre qu'un un bel homme, qui va finalement l'aider à passer ce mauvais moment, lui tenir compagnie. Et Beth va se rendre compte que finalement elle craque un petit peu pour cet homme. Le seul problème, c'est le demi-frère de son fiancé. Tout va bien. Et à partir de là, il va y avoir toute une histoire. Je vous laisserai le découvrir parce que franchement, ça vaut le coup. Si vous aimez les romances qui sont bien écrites, qui fassent rêver, qui soient réalistes, et si vous aimez les romans qui se passent dans des petites villes, avec cet esprit un peu village, un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez la série Art of Dixie, et bien c'est un petit peu cet esprit-là que j'ai retrouvé, mais dans un roman. J'ai passé un excellent moment, je me suis régalée. J'avais besoin de ce moment de romance, et j'adore l'été découvrir des petites romances légères qui fassent rêver, et là j'ai été ravie. Donc si vous aimez ce genre, si c'est quelque chose qui vous parle, je ne peux que vous le recommander, vous passerez un bon moment. Je vais maintenant vous parler du premier tome de la saga Team Aventure, donc, Opération Groenland d'Ismaël Khalifa aux éditions Poulpe Fiction. Ce roman est inspiré des missions que mène l'auteur
justement au Groenland auprès d'une ONG. Donc c'est vraiment inspiré d'une histoire vraie et je trouvais ça vraiment sympa. On y suit l'histoire de 4 collégiens qui vont avoir une opportunité en or. Ils sont en effet sélectionnés pour aller travailler au sein d'une ONG, travailler, pour aller aider une ONG et ils vont partir en expédition au Groenland pour recenser des narvals. Dans ce roman, on va donc les suivre du jour de la rentrée où on leur annonce ce projet un peu fou, jusqu'à leur retour en France après l'expédition au Groenland. Et on va pouvoir découvrir les différentes étapes de la sélection, comment ils se sont préparés, une fois sur place, ce qu'ils font, etc. Non seulement on va découvrir finalement le travail de l'ONG, mais également comment ces 4 collégiens vont créer des liens d'amitié, comment ils vont mûrir, évoluer grâce à cette mission. C'est un très beau roman qui permet de passer un bon moment. Je pense que c'est un roman qui pourra plaire aux jeunes à partir de 8 ans et je vous le recommande fortement. J'ai ensuite découvert le 3e tome de La Passe Miroir, toujours de Christelle Dabos, toujours aux éditions Gallimard Jeunesse. Il s'agit cette fois-ci de La Mémoire de Babel. Je ne vais pas trop m'attarder parce que je risquerais de vous révéler l'intrigue générale des 2 premiers tomes, donc je ne vais pas parler vraiment de l'histoire. Je vais vous parler de mon ressenti. C'est un tome que j'ai moins aimé que les 2 précédents, car je l'ai trouvé finalement un peu plus lent. Je trouve qu'il se passe beaucoup moins de choses. C'est intéressant parce que ça permet de voir l'évolution d'Ophélie. Ça permet de mieux comprendre comment elle a évolué, comment elle mûrit, comment elle fonctionne. Mais moi, j'ai moins accroché à l'intrigue. Je l'ai trouvé vraiment moins intéressant. Je trouve un peu lent. Mais je pense que c'est parce que j'ai lu les tomes trop proches, le 2e et le 3e. Je pense que si j'avais un peu attendu entre les deux, ça serait peut-être mieux passé, j'aurais été moins frustrée finalement par ce manque d'action. Parce que ça m'a un peu freinée dans ma lecture, ce qui fait que j'ai pris beaucoup moins de plaisir à le lire. Par contre, j'ai tellement hâte de connaître la suite, vous n'avez pas idée, donc je suis pressée qu'on ait enfin une date de sortie pour le 4e tome, même si je sais que c'est pas pour tout de suite, puisque je crois qu'il est encore en écriture. Mais c'est une saga qui, pour moi, vaut le détour et je ne peux que la recommander. Je vais maintenant vous parler d'un roman de la rentrée littéraire qui n'est pas encore paru puisqu'il sortira le 13 septembre prochain. Il s'agit de Marche à l'étoile d'Hélène Montardre aux éditions Rajo. On y suit l'histoire de Billy, un jeune garçon de 15 ans qui, dans les années 1850, si je ne me trompe pas, n'a toujours connu qu'une seule chose, sa vie d'esclave. Il travaille dans une plantation au sud des États-Unis, du côté je ne sais plus où, enfin bref, il est dans le sud des États-Unis. Et un jour, celui qu'il considère comme étant sa grand-mère meurt en lui confiant qu'elle n'est pas réellement sa grand-mère biologique, que sa mère lui a légué une boucle d'oreille, et donc il va garder cette boucle d'oreille sur lui. Et un jour, il est convoqué auprès de son maître, et il se retrouve dans la grande maison, il est curieux, il trouve que c'est un très bel univers, et il est curieux de voir ce que pourrait donner la boucle d'oreille de sa mère dans ce milieu, sauf qu'il la perd, qu'il a peur de se faire accuser du vol, et donc il décide de s'enfuir. Et on va suivre l'histoire de Billy, qui va traverser les États-Unis pour rejoindre le Nord, où il a une chance de devenir libre. On va suivre toute son aventure, son road trip à travers les USA, comment il va partir de la Floride, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça, d'Orlando, jusqu'au nord des États-Unis, avec l'objectif final d'atteindre le Canada, dans lequel il serait un homme libre. Mais tout ça, c'est bien gentil, ce serait trop facile s'il n'y avait personne pour le rattraper. Sauf que son maître décide de lui mettre au basque le meilleur chasseur de tête possible, qui ne va rechigner devant rien pour essayer de l'attraper. Donc ça, c'est toute la première partie du récit, on va découvrir comment Billy finalement va gagner sa liberté. Et dans la deuxième partie du récit, on va retrouver 150 ans plus tard un jeune garçon dont je ne me souviens plus le nom. Jasper. On va suivre l'histoire de Jasper qui va découvrir dans les affaires de son grand-père un carnet qui raconte une histoire. Et on va voir comment ces deux, finalement, l'histoire de Jasper et l'histoire de Billy, comment ces histoires sont mêlées. J'ai passé un excellent moment avec ce roman. Pour moi, c'est la découverte de la rentrée littéraire qui m'a le plus plu. Je me suis régalée. C'est un beau roman, non seulement sur l'esclavage, mais également sur finalement tout simplement la vie.
C'est un très très beau roman qui s'adresse aussi bien aux jeunes, pour moi à partir de 12 ans, qu'aux adultes. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour lire des romans jeunesse, surtout pas quand ils sont aussi bons que celui-là. Donc ce roman, je crois que moi je vais me l'acheter en format physique, format papier, parce que je l'ai découvert en numérique, je me suis régalée, mais je crois que j'ai bien envie de le relire en format papier pour redécouvrir cette histoire que je trouve géniale. Après cette belle découverte, je me suis lancée dans un roman qui, sur le papier, avait tout pour plaire. Il s'agit Au paradis des manuscrits refusés d'Irving Finkel aux éditions 10-18. L'idée de base est géniale. Imaginez une grande bibliothèque dans laquelle seraient regroupés tous les manuscrits qui ont un jour été refusés par des éditeurs. Et essayez de visualiser ce que pourrait donner la vie au sein de cette bibliothèque, comment elle est gérée. L'idée de base, elle est géniale. Moi, je ne trouve rien à redire. Sauf qu'une fois qu'on commence à lire, je me suis retrouvée complètement à ramer dans ce roman. Je n'ai pris aucun plaisir. Alors, est-ce que c'est parce que c'est trop fort en humour britannique? Est-ce que l'auteur a voulu aller voir trop de choses? Je ne sais pas, toujours est-il que je me suis retrouvée face à un roman qui pour moi était beaucoup trop brouillon. Ça partait dans tous les sens, je n'ai rien compris. Donc ce roman pour moi c'est non, 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 on oublie, c'est fini. Je me suis ensuite lancée dans la découverte d'un roman dont j'entends beaucoup parler sur la toile depuis quelque temps. Il s'agit du premier tome de la saga Charlie Davidson, première tombe sur la droite de Tarinda Jones aux éditions Milady. On y suit l'histoire de Charlotte Davidson, alias Charley, une jeune femme d'une trentaine d'années, je crois qu'elle a un peu moins de 30 ans, qui a une particularité, elle est une faucheuse. C'est-à-dire que les gens doivent passer par elle quand ils meurent pour atteindre l'après-vie. Le seul problème que j'ai eu avec Charley, c'est que elle a un humour qui pour moi est beaucoup trop lourd. Elle en fait des tonnes et moi je n'ai vraiment pas accroché à ce style d'humour. Et pareil, elle a des rêves érotiques suite à un mec qui vient hanter ses rêves. Et j'avais envie de lui dire mais stop, on s'en fiche de lui, arrête de rêver de lui. Bref, vous l'avez compris, moi ce roman, je l'ai moyennement apprécié. Disons qu'on aurait retiré les parties érotiques, vous me retirez l'humour de Charlotte, un peu d'humour je veux bien, mais là pour moi il y en avait trop. Et derrière tout ça, pour moi l'histoire était sympa. L'idée de base est géniale d'avoir une faucheuse qui finalement va mener des enquêtes criminelles, puisque elle peut voir les morts, donc elle peut leur poser des questions, c'est intéressant. Mais d'un point de vue de la façon dont c'était fait, j'ai moyennement accroché. Donc pour moi, Charlie Davidson, oui mais non. J'ai ensuite découvert le dernier livre d'Agnès Ledigue que je n'avais pas lu, à moins qu'il y en ait encore d'autres de sortis, auquel cas c'est une erreur de ma part, c'est que je les connais pas tous. Bref, j'ai découvert Juste avant le bonheur d'Agnès Ledigue aux éditions Pocket. Je ne l'ai pas en format physique puisque je l'ai découvert en format numérique. On y suit l'histoire de Julie, une jeune femme d'une vingtaine d'années pour qui la vie n'est pas toute rose, loin de là. Elle est mère célibataire, elle travaille en tant que caissière dans un supermarché, elle subit des pressions de la part de son patron qui menace de la virer si elle ne fait pas ci ça. Et un jour, alors elle est derrière sa caisse, elle rumine parce qu'elle vient de se faire engueuler par son patron, ça va pas. Et elle va faire une très belle rencontre avec un homme qui va finalement lui tendre la main, lui proposer de partir avec elle, passer une semaine en Bretagne, d'emmener son fils. Et on va suivre finalement l'histoire de Julie, mais également celle de Paul, donc le cinquantenaire qui va venir, qui va lui proposer de partir en vacances, et celle de son fils, Ludovic, qui a une quarantaine d'années, si je ne me trompe pas, ou une trentaine d'années. Non, Ludovic c'est le fils, pardon, je dis n'importe quoi. Ludovic c'est le fils de Julie, la caissière. Bref, on va suivre l'histoire de ces différents personnages. C'est un roman qui est très beau, mais alors qui va vous retourner. Il est tout simplement bouleversant. Comme d'habitude, Agnès Ledigue met le doigt là où ça fait mal. Elle va parler de beaucoup de choses, mais en même temps, elle va les aborder avec une poésie, avec une délicatesse qui font que même si c'est pas un roman facile, on passe un très bon moment et on en ressort
grandi. Donc moi je ne peux que vous recommander les romans d'Agnès Ledig, qui est une auteure que j'aime énormément. Et celui-là est pour moi une belle réussite. J'ai ensuite découvert un roman d'une auteure dont j'entends beaucoup parler et qui m'intriguait tout particulièrement. Il s'agit du Souffle des feuilles et des promesses de Sarah McCoy aux éditions Michel Lafon. C'est un roman historique, on va y suivre l'histoire d'Ali Hermani Reeves, qui est une jeune femme qui rêve d'une chose, devenir une auteure publiée. Elle va partir avec son roman sous le bras à New York pour essayer de démarcher les maisons d'édition, dans l'objectif de se faire publier. Et elle va faire la rencontre de Post Wheeler, un jeune homme qui finalement, de premier abord, entre les deux, ça va être un petit peu chaud, ils vont avoir du mal à bien s'apprécier, et puis finalement, avec le temps qui passe, il va se créer une véritable amitié entre les deux, amitié qui, vous vous en doutez, va finir par évoluer en histoire d'amour. C'est pour moi un très beau roman sur la fin du 19e siècle, qui est porté par des personnages très intéressants, très riches, très complexes, et par une très belle histoire d'amour qui prend son temps, qui évolue. On découvre également finalement l'histoire de l'édition, comment le monde de l'édition a évolué pour venir de ce que c'était à l'époque, au 19e siècle, jusqu'à nos jours. J'ai passé un très bon moment et à la fin j'étais agréablement surprise de découvrir que Ali Hermini Reeves, je vais y arriver, est une personne qui a réellement existé. L'auteur a découvert un roman d'Ali Hermani Reeves et a décidé d'imaginer l'histoire que pouvait être sa rencontre avec Post Wheeler. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie mais romancée et j'ai trouvé ça très agréable, très sympa. J'ai ensuite découvert une très belle romance qui m'a fait passer un très bon moment. Il s'agit de Love in Provence de Tamara Baliana aux éditions Amazon Publishing France. On y suit l'histoire de Cassie, une jeune américaine d'une trentaine d'années, qui travaille pour un grand groupe hôtelier de luxe et qui va être envoyée en France, dans le Luberon, pour transformer un hôtel de luxe, le mettre à l'image de marque puisqu'il vient de rejoindre le groupe. Elle va y faire de belles rencontres, notamment une jeune femme avec qui elle va emménager, et surtout le sexy directeur de l'hôtel sur qui elle va complètement craquer. Et donc on va suivre l'histoire de Cassie qui pendant un an va vivre en France. Son histoire d'amitié avec Olivia, sa romance avec le directeur de l'établissement où elle travaille. On va se découvrir son histoire avec le cousin d'Olivia, Vincent, qui est un mécanicien mais plutôt ronchon. Comment finalement Cassie va se retrouver à être intégrée dans la famille d'Olivia, elle qui vit loin des siens. Et surtout, pour moi, ce roman, c'est une ode d'amour à la Provence. Une région que j'aime beaucoup, qui est très agréable. C'est un roman que j'ai pu lire en plus, moi j'étais sur la Côte d'Azur, donc c'est pas très loin de la Provence, bercé par le bruit des cigales, etc. J'ai passé un excellent moment, c'est une belle romance, très légère, hyper agréable pour l'été. Donc c'est un roman que je recommande. C'est comme fait l'un pour l'autre, si vous aimez les romans, ces deux romans-là sont faits pour vous. J'ai ensuite été curieuse et j'ai découvert le roman d'Éric Orsena, La Fontaine, une école buissonnière, aux éditions Stock. On va y suivre une pseudo-biographie de La Fontaine. Je dis pseudo puisque Éric Orsena va entrecouper son histoire de la vie de La Fontaine avec des petites anecdotes sur sa vie à lui. J'ai eu vraiment du mal finalement à accrocher avec ce roman. En apprendre plus sur l'histoire de La Fontaine, c'était très bien, j'ai beaucoup aimé. Mais par contre, j'ai pas trouvé intéressant d'avoir les anecdotes d'Éric Orsena qui pour moi n'apportent rien à l'histoire. J'aurais préféré avoir une biographie vraiment complète sur La Fontaine dont finalement on ne connaît pas grand chose. Et au final, c'est un livre qui m'a moyennement apprécié, enfin que j'ai moyennement apprécié, pardon, parce que c'était pas assez complet à mes yeux. J'ai ensuite relu Le Royaume de Kensuke de Michael Morpurgo aux éditions Folio Junior. On va y suivre l'histoire de Michael, un jeune garçon de 12 ans qui va partir faire le tour du monde avec ses parents en bateau. Et un soir de tempête, il va passer par-dessus bord avec son chien. Enfin, le chien va passer par-dessus bord et lui va essayer de sauver son chien. Et il va se retrouver échoué sur une petite île. Il est tout seul, il n'y a personne qui est avec lui, il ne connaît rien, il va essayer de se débrouiller pour survivre. Et un jour, il va faire la rencontre de Kensuke, un vieil homme qui vit sur l'île. Ils ne parlent pas la même langue, Kensuke ne veut pas entendre parler de Michael, il veut vivre dans son coin, être seul. Et pourtant, entre les deux, il va progressivement se lier une belle histoire d'amitié. C'est un roman que j'ai trouvé très beau,
Il est illustré avec de très belles aquarelles. C'est un très beau roman qui, je pense, plaira à tous. J'ai ensuite totalement changé de genre en lisant Némésis d'Agatha Christie aux éditions Le Club des Masques. C'est une vieille édition que j'ai empruntée à ma sœur. Je lis très peu de policiers et pourtant j'ai beaucoup aimé découvrir ce 12e roman, je crois, des enquêtes de Miss Marple. Miss Marple découvre dans le journal qu'un de ses amis est mort et elle va hériter, en quelque sorte. Elle va être convoquée au bureau des notaires de cet ami qui vont lui remettre une enveloppe avec une lettre de son ami décédé qui va lui demander de mener une enquête. Mais il ne lui précise pas quelle enquête ni sur quoi elle va devoir travailler. Elle sait juste qu'il faut qu'elle parte en excursion pendant quelques jours. Et à partir de là, on va suivre comment elle va découvrir finalement sur quoi elles l'ont enquêté et comment elle mène cette enquête. J'ai trouvé que c'était un très bon roman, très bien construit, bien amené. Moi qui suis pas très policier, j'ai tout de suite accroché. J'ai vraiment passé un très bon moment. Je me suis régalée, j'ai essayé de deviner moi-même qui était le coupable sans réussir, et ça je trouve ça vachement chouette quand on ne devine pas tout de suite qui est le coupable dans un roman policier. Donc voilà, je crois que Némésis a su me réconcilier avec les romans policiers et c'est une bonne chose. Et enfin, ma dernière lecture du mois d'août, c'est encore une lecture de la rentrée littéraire. Il s'agit d'Hôtel Grand Amour de Fjord Kuiper. J'espère que ça se prononce comme ça, si c'est pas le cas, désolé. Aux éditions Didier Jeunesse, c'est un roman qui va sortir le 4 octobre prochain. On y suit l'histoire de Vic, 13 ans, qui est passionné de football. Un jour, il va jouer la finale du championnat auquel il participe. Il marque le but final, sauf qu'à ce moment-là, son père qui était aux côtés du terrain s'effondre, victime d'une crise cardiaque. Il est emmené à l'hôpital et les médecins donc, disent qu'il faut qu'il reste hospitalisé et au calme. Et Vic lui dit qu'il va s'occuper de tout, qu'il va appeler le suppléant de l'hôtel dont le père est propriétaire pour que quelqu'un vienne pour prendre le relais, etc. Sauf que Vic découvre que son père n'a plus payé l'assurance depuis quelque temps, qu'il n'a plus les moyens, et donc avec l'aide de ses 3 sœurs qui ont 19, 15 et 9 ans, il va essayer de tout faire pour sauver l'hôtel de son père, le tout sans le lui dire, tout en faisant dans son dos, en mentant allègrement. C'est un roman qui est bourré d'humour, car Vic n'hésite pas à faire tout ce qu'il peut, sauf que ça lui retombe dessus, que ses sœurs, elles, sont pareilles, tout aussi drôles, le pire étant la petite sœur de 9 ans qui est complètement farfelue, c'est génial. C'est un roman qui se lit très vite, et en même temps, même s'il est très léger, qui va mettre le doigt sur des thèmes sensibles. On y parle de deuil, on y parle de maladie, des relations entre fratries, on y parle aussi du premier amour, puisque Vic est amoureux de la jeune Isabella. C'est un roman que j'ai trouvé vraiment très bien fait, bien construit, et qui a su me ravir, tout simplement. Et je pense qu'il pourra plaire lors de sa sortie. C'est vraiment un roman qui, pour moi, vaut le détour. Voilà! Enfin, toutes mes lectures de l'été. Vous avez vu, ça fait beaucoup. Je n'ose imaginer la durée de cette vidéo après, une fois que je l'aurai éditée. Parce que là, je pense que je dépasse largement les 1 heure de rush. Je vais m'amuser au montage. Je suis désolée de vous faire une vidéo aussi longue, mais je vous l'ai dit, je ne me sentais pas de faire plusieurs vidéos trop courtes. Promis, ma prochaine vidéo ne durera pas plus de 10 minutes. Enfin, j'espère. En attendant, moi je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne rentrée si c'est le cas, et je vous dis à bientôt. Bye!